Les Nations Unies définissent les violences à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, causant aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique. Sur le plan religieux, cependant, aucun texte ne saurait justifier la violence envers les femmes, bien au contraire. En islam, elle n'est pas faite pour être boxée ou bien tapée là-dessus, mais elle est faite pour les bises. La clé du paradis de l'homme se trouve sous les pieds de sa mère. Alors, nos femmes sont nos mères, nos femmes sont nos épouses. Il y va de soi. On ne peut pas avoir le paradis sans respecter la femme de façon générale. L'Église interdit, l'Église condamne ces violences. N'oublions pas que dans le récit de la création, la femme est venue comme solution au problème de l'homme. La femme est venue comme remède au problème de l'homme. Je dirais de façon traditionnelle, comme un médicament. Et lorsqu'on s'en prend comme ce médicament divin, on est à côté de la pensée, de la vision, du dessein même de Dieu. La violence à l'égard des femmes est l'une des formes de violation les plus fréquentes et les plus répandues des droits de l'homme. Elle est ancrée dans des structures sociales sexistes. Le 7 décembre 1993, les drapeaux sont en berne. Le vent de la mort a soufflé ce jour-là. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire s'en est allé. Il avait 88 ans. Émotion, tristesse, douleur chez le peuple ivoirien. 23 ans après, ce jour reste encore gravé dans les esprits. Parents, grands-parents ou encore arrière-grands-parents parlent encore du parcours légendaire de cet homme à leur progéniture qui ne l'ont pas connu. Houphouët fut le précurseur de la Côte d'Ivoire indépendante qu'il dirigea de main de maître jusqu'à sa mort en 1993. Homme de paix, surnommé le Sage, Nana Boigny aura marqué son époque dans le monde diplomatique par son parcours extraordinaire. Planteur et médecin de carrière, il fut ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, Premier ministre ivoirien avant d'accéder à la magistrature suprême en devenant ainsi le premier président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Il a été le premier président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le sage Houphouët-Boigny était également partisan de la France-Africa. Il fut aussi un acteur de paix dans le monde entier. On se souvient encore de ses phrases célèbres sur la paix. Il n'y aura pas de paix tant que la force paraîtra l'unique recours possible pour dénouer des situations intolérables. Fête nationale, 7 décembre 1979. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer leurs problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour propre. Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. Un geste qui lui a valu les honneurs de l'UNESCO à travers le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce prix qui porte son nom est décerné chaque année à un acteur de paix. Le président Félix Houphouët-Boigny, dit le vieux, était marié et père de 7 enfants. Honora de Yedagne, ancien président de l'UNJCI, Yves Zogbo Junior, animateur, et Jean-Claude Bayala, journaliste, fait officier dans l'Ordre national ivoirien, et 12 autres acteurs de la communication, fait officier et chevalier dans l'Ordre du mérite ivoirien, 15 récipiendaires au total. Une première dans l'histoire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, initiatrice de cette action validée par la grande chancellerie. C'était une injustice qui a été comblée. Des grandes dames comme Sali Ouattara, la première directrice de publication du sexe féminin, après 23 ans de travail. Pour la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine, ces décorations sont l'expression de la reconnaissance et du professionnalisme. Les décorations que certains de vos consoeurs et confrères viennent de recevoir attestent bien que vous n'êtes pas oubliés de la nation. D'ailleurs, il ne peut en être autrement quand on sait que vous représentez le 4e pouvoir, statut qui vous confère une grande importance dans toute société démocratique. Des récipiendaires heureux, la satisfaction du devoir accompli pour les uns, des défis à relever pour les autres. Il est quelquefois difficile d'exprimer ça clairement, mais c'est une satisfaction. Nous qui sommes maintenant à la retraite,
Je pense qu'on ne nous a même pas oubliés. Ça veut dire qu'au moins notre passage n'a pas été inutile. Ce n'est pas simplement la décoration qui est importante. C'est toute la responsabilité qu'une décoration vous confère parce qu'on a reconnu vos mérites, parce qu'on a reconnu que vous avez bien fait votre travail. Une cérémonie de distinction précédée de moments d'échange autour de l'œuvre journalistique de Noël Eboni et des défis qui attendent l'UNJCI. Nous avons encouragé le gouvernement à faire en sorte que l'UNJCI soit déclarée organisation d'utilité publique parce qu'elle a une mission majeure, noble à accomplir pour les années à venir. Et dans les perspectives, une toute proche, la 18e nuit des Ebonies, le samedi prochain, qui consacrera les meilleurs journalistes de l'année à Yamoussoukro. Un village au fil de l'eau. Le lac Manchar, la plus vaste étendue d'eau douce au Pakistan, héberge la tribu de pêcheurs des Mohana depuis des siècles. Mohamed Youssouf est né et a grandi sur ces eaux, tout comme son épouse et leurs 9 enfants. Mais rien n'est plus comme avant. Quand on était enfant, on vivait bien. Il y avait toutes sortes de poissons et aussi plein d'espèces d'oiseaux différentes. On gagnait bien notre vie. Quand mon père partait pêcher, il revenait avec plus de 100 kilos de poissons. Maintenant, c'est différent. Il n'y a plus de poissons parce que l'eau est polluée. Tout a basculé dans les années 70 quand les autorités ont construit une série de drains et canaux. Depuis, les eaux usées de la province se déversent ici, sans traitement. Elles viennent de l'agriculture, avec leur dose d'engrais et de pesticides, mais aussi de l'industrie ou encore des égouts des grandes villes. Dans les années 2000, des travaux ont été lancés pour les acheminer ailleurs, mais le projet est à l'arrêt, faute de fonds. La pêche a chuté de plus de 15 000 tonnes par an dans les années 70 à quelques milliers ces dernières années. L'eau, elle, n'est plus potable et les légumes ne poussent plus sur le limon. Privés de ressources, de nombreux pêcheurs n'ont eu d'autre choix que de s'exiler, mais la vie sur Terre est encore plus rude. On n'a pas accès à l'eau ni de système de filtration. Personne ne se soucie de nous. Mes bateaux ont été détruits dans une tempête et des inondations. Aujourd'hui, on est si pauvre qu'on n'a même pas un ustensile de cuisine. Mohamed a peur de connaître le même destin. Il estime que son bateau tiendra encore 5 ans, mais après il n'aura plus les moyens de le réparer. Aujourd'hui, il ne reste qu'une quarantaine de barges comme la sienne. Si rien n'est fait pour sauver le lac, c'est tout le village flottant qui risque de disparaître. 7 décembre 1941, une flopée d'avions japonais attaque par surprise la flotte de guerre américaine à Pearl Harbor, dans l'archipel des Hawaï. C'est la guerre. Les États-Unis la déclarent au Japon. L'oncle Sam décide de sortir de son isolationnisme. L'annonce est faite par le président américain Franklin Delano Roosevelt au Congrès. Au même moment, 26 pays adoptent le programme de la Charte de l'Atlantique. Cela aboutit à la Déclaration des Nations Unies le 1er janvier 1942 et à la formation de la Grande Alliance contre les puissances de l'Axe et du Japon. Retour sur l'attaque. La flotte nippone, forte de 6 porte-avions, 423 avions et 27 sous-marins, s'approche à 500 km de l'archipel sans être repérés par les radars. Le code de déclenchement de l'attaque est Tora Tora, tigre en japonais. Utilisant la musique émise par une station radio de Honolulu comme aide à la navigation, les pilotes se rapprochaient de leur cible. Sur la base navale d'Hawaï, l'alerte n'avait toujours pas été lancée et tout le monde dormait, profitant d'un dimanche matin paisible. À la grande surprise de ceux qui se trouvaient dans le port, juste avant 8 heures, la première vague d'assaut japonaise surgit du ciel et le calme disparut. C'est que l'amiral Yamamoto, commandant de l'armée, a voulu détruire préventivement la flotte américaine pour faciliter la conquête de l'Asie. L'attaque a lieu à 7h40. En 2 heures, les Japonais détruisent ou endommagent 8 cuirassés ainsi que 3 croiseurs et 4 navires. 188 avions au sol sont aussi détruits. Au total, 2403 marins sont tués. Du côté des assaillants, seulement 29 avions sont abattus et 55 morts
des kamikazes s'étant volontairement laissés écraser, mais auront échappé les 3 porte-avions de la flotte américaine du Pacifique, pas présents à quai au moment de l'attaque.